Les grands enjeux sur SOS Docteur TV, bienvenue. Le cancer du col de l'utérus, faut-il encore en parler? Et plus que jamais, parce que c'est un sujet d'actualité. Le mal fait son ravage, il continue, et nous nous devons de nous dresser contre. Et pour cela, nous recevons sur ce plateau, dans cette émission particulière, avec de charmantes belles dames qui vont m'accompagner pour parler du sujet, nous donner les armes et les clés pour pouvoir nous prémunir contre le cancer du col de l'utérus, induit donc par le papillomavirus, dont on parlera également sur ce plateau. Nous recevons donc le docteur Hilda Godosou-Adjevi, gynécologue, obstétricienne, membre de Soroptimiste International, directrice de la clinique Mioren, n'est plus à présenter pour les dames qui visitent beaucoup les gynécologues. Elle est l'une de la place quand même, dont les portes sont ouvertes. Eh bien, docteur Adjevi, bienvenue. Merci. C'est vrai que c'est votre première ici, mais vous êtes une vieille de la vieille dans le circuit. On peut dire ça, mais toujours jeune quand même. Ah ben oui. Merci en tout cas de nous recevoir parce que ça fait belle lurette, hein? Au moins 2 décennies qu'on ne s'est pas vu. C'est vrai. Et c'est un grand bonheur pour moi de vous retrouver. Grâce à SOS Docteur TV, Grâce à SOS. Voilà, à tout son honneur. Également avec nous au plateau, le docteur Pirenam Bewili, elle est dermato-vénérologue au cabinet médical Saint-Michel. Bienvenue, docteur Bewili. Merci de nous avoir invités sur ce plateau et nous remercions SOS Télé de nous donner cette occasion sur leur plateforme de parler des sujets d'actualité. Et nous vous remercions pour cet intérêt porté à notre égard et aussi à tout ce que vous faites pour la population togolaise. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de votre disponibilité parce que tout cela se fait grâce à vous qui nous accompagnez, qui nous donnez donc les informations. Rafatou Rodjo, vous n'êtes pas des moindres également. Vous accompagnez tout ce que SOS Docteur TV fait. Vous nous suivez et vous acceptez là de venir dans cette émission également. Rafatou Rodjo, vous êtes assistante médicale de santé publique. Et vous intervenez surtout au programme national de lutte contre le sida, les hépatites virales et les infections sexuellement transmissibles. Bienvenue. Merci, bienvenue Kenano. Effectivement, nous sommes au programme de lutte contre le VIH-Sida, les hépatites virales et les IST. Donc ce programme est en charge des infections sexuellement transmissibles, de l'hépatite et puis le VIH-Sida. Donc c'est pour nous un honneur que le coordonnateur du programme nous a donné pour participer à cette émission et également pour vous dire merci pour l'opportunité qui nous est offerte d'abord par le club Soro Optimiste International Lomé 1 et par le docteur TV SOS pour discuter ici du sujet du cancer du col de l'utérus. Qui est un sujet quand même, c'est vrai que si on a réuni un panel composé rien que de femmes, c'est pas parce que ça n'intéresse pas que les femmes, mais celles qui sont beaucoup plus en avant-garde, portées justement par Soro Optimiste International, le club de Le Mans 1 d'ailleurs, qui en a fait un sujet de cœur pour aider donc les femmes à mieux s'en sortir face donc à cette maladie qui continue quand même de faire des ravages et de décimer les gens. Avant peut-être de revenir, d'entamer notre entretien, je vous propose de regarder ce premier élément sonore et visuel et puis nous allons revenir. Le cancer du col de l'utérus est une maladie de la muqueuse du col de l'utérus, autrement dit du tissu qui le recouvre. Il se développe à partir d'une cellule initialement normale qui se transforme et se multiplie de façon anarchique jusqu'à former une masse appelée tumeur maligne. Le virus à l'origine de ce cancer est appelé papillomavirus humain. Il se transmet le plus souvent par contact des muqueuses ou de la peau lors des rapports sexuels avec ou sans pénétration. Le cancer du col de l'utérus est le 4e cancer le plus courant chez la femme dans le monde, avec environ 660 000 nouveaux cas et 350 000 décès liés à cette maladie en 2022.
Selon le rapport de 2020 de l'Agence internationale de recherche sur le cancer, CICR, le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer le plus meurtrier au Togo après celui du sein. Annuellement, on estime à 595 le nombre de femmes affectées par le cancer du col de l'utérus avec 417 décès. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le cancer du col de l'utérus est le plus fréquent et représente la première cause de mortalité par cancer chez les femmes dans les pays en voie de développement. En Afrique subsaharienne, 34,8 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes sont détectés chaque année et 22,5 femmes pour 100 000 meurent de la maladie. La stratégie mondiale de l'OMS pour l'élimination de ce cancer suppose qu'il n'y ait plus au maximum que 4 nouveaux cas pour 100 000 femmes chaque année, obligeant tous les pays à s'armer contre la maladie. En 2023, 6 vaccins anti-papillomavirus HPV sont disponibles dans le monde. Tous protègent contre le type 16 et 18 du HPV à haut risque, responsable de la plupart des cancers du col de l'utérus. Au Togo, les doses de Cervarix sont administrées à toutes les jeunes filles de 9 à 14 ans afin de les protéger contre le virus du papillome humain responsable de ce cancer. Les organisations de la société civile dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus jouent un rôle essentiel dans la promotion de l'accès et au recours à la vaccination contre le papillomavirus humain HPV, principalement par des actions de plaidoyer, de sensibilisation et de mobilisation des communautés. Il en est de même pour le Soroptiste international engagé depuis 1975 pour la cause des femmes. Retour donc au plateau avec nos invités. Docteur Bodossou Adjeli, vous qui êtes membre du SI, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur, disons, cette organisation et pourquoi vous avez choisi comme je le disais à l'instant, un sujet de préoccupation majeure, le cancer du col de l'utérus? Oui, le Soroptimiste international est une organisation de femmes professionnelles qui a milité de tout temps depuis la guerre, la deuxième, pour lutter en tout cas contre la précarité de la vie des femmes, restées seules, sans leur mari. C'était des ouvrières, donc elles ont dit « Soyons des sœurs pour le meilleur, Soroptimistes ». Voilà. Et le mouvement s'est élargi à travers les continents, en fédérations successives. La dernière née, c'est la Fédération africaine. Et donc, nous nous battons vraiment au plan de la santé, de l'éducation, de la paix, de la compréhension internationale, et chaque femme de sa profession peut en coopter d'autres. Oui. C'est comme ça que nous avons toutes été parrainées les unes ou les autres par nos sœurs, et dans une atmosphère de grande sororité conviviale et tout, nous sommes battus vraiment pour l'éducation, la santé des enfants. Nous avons offert des structures, un pavillon de Rougeoleux à l'époque. Nous avons milité pour l'obtention de vaccins, l'achat de vaccins. Nous avons mis en place, grâce à des sœurs du Luxembourg, par exemple, parce qu'il y a le Soroptimiste international européen, dont nous avons dérivé d'abord, avant de devenir autonome en termes de fédération africaine maintenant. Et nous avons en tout cas réalisé plein de projets, dont un CMS avec ces sœurs-là en partenariat, pour ne citer que ça. Alors chaque année, le Soroptimiste se dote d'un thème, qui est le thème phare qui va permettre à tous les clubs, si je puis dire, de fonctionner sur cette base. Par exemple, nous avons fait eau et assainissement, nous choisissons des thèmes, les vaccinations, chaque année. Et cette année, l'option a été globalement prise de lutter contre les cancers féminins, notamment le cancer du col.
de l'utérus. On imagine que c'est parce que vous avez observé quelque chose, vous ne choisissez pas ces thèmes non plus au hasard. Bien sûr, il y a un focus sur tout ce qui se passe autour des femmes, des enfants, des enfants, que ce soit des filles, des garçons, l'éducation, l'alphabétisation même. Nous choisissons des thèmes chaque année. Donc cette année, il est certain que le cancer du col est devenu maintenant le premier. Oui. On va nous donner les statistiques bientôt. Bien sûr. Le premier après le cancer du sein. Du sein, oui. Et tout ce qui préside à cela, c'est vraiment le moment d'en parler, de sensibiliser chacun, surtout maintenant qu'on peut dire qu'il est décelable rapidement, oui. Et dans ces conditions, il peut être guéri. Et en plus, donc, il y a un vaccin qui est proposé aujourd'hui. En plus, il y a les nouvelles opportunités de prévention. Tout ça. Nouvelles opportunités de prévention et on s'en voudrait énormément si on ne les saisissait pas. Alors, Madame Urojo, c'est vrai qu'elle l'a dit, on a observé autour justement de la maladie, on s'est rendu compte qu'il y a eu une certaine progression, il y a eu une évolution de la maladie. Alors, c'est vrai que vous êtes dans un service qui est en charge donc tout ce qui est infection sexuellement transmissible, je veux parler du PNLS HD IST. Alors, on peut se demander précisément, faire des interventions cibles chez vous. Quelles sont les stratégies ou interventions mises en place par le ministère pour lutter contre le cancer du col de l'utérus, vu tout ce qui se fait, tout ce qui se dit et les opportunités qui ont été énoncées. On verra bien d'ailleurs, c'est le vaccin, c'est vrai. Mais il y a aussi le dépistage qui permet quand même de savoir très tôt chez la jeune fille ou bien chez la jeune femme adulte qu'il y a un cancer qui traînait quelque part. Ok, merci, Monsieur Keno. Et si vous permettez, avant de commencer, je vais dire que les gens peuvent se demander pourquoi le PNLS intervient dans les affaires de cancer, alors que le PNLS, c'est le sida et les infections sexuellement transmissibles. Ouais. Ok, je voudrais dire ici que bien que le cancer du col de l'utérus soit une maladie non transmissible, parce que tumorale qui qui dépend ou bien qui se développe plutôt au niveau des muqueuses, des cellules muqueuses du col de l'utérus, la cause est bien connue. Oui. Sinon, je dirais la principale cause. Mais ça reste une infection due à un virus. Justement, tel que vous venez de le dire, oui. Une infection sexuellement transmissible oui. Qui est nommée le papillomavirus humain, oui. Communément appelé le HPV. Donc, c'est une infection qui se transmet très facilement et sa transmission se fait par contact sexuel, oui. Que ce qui est pénétration ou pas. Oui. Donc, si... C'est tout à fait légitime qu'on retrouve le PNLS en train de parler du cancer du col de l'utérus. Vous faites bien, c'est-à-dire que de faire cette mise au point, parce que d'autres peuvent se demander, mais c'est quoi, on parle du cancer là? Eh bien, seulement que celui-ci, justement, d'accord, est causé par un virus. C'est l'un des cancers rares d'ailleurs, qui puisse être induit par un virus. Et comme le programme s'occupe des infections sexuellement transmissibles, oui. Eh bien, ça va de soi. Alors, quelles sont les stratégies aujourd'hui à votre niveau? Parce qu'on en parle, on sait très bien que la maladie évolue. Le PNLS, c'est un organe, sinon un programme d'intervention, vous êtes opérationnel. Les stratégies mises en place par le PNLS, je voudrais rappeler ici que ces stratégies rentrent dans la droite ligne des recommandations données par l'OMS en ce qui concerne d'abord la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et aussi la prise en charge ou bien la réduction plutôt de la mortalité chez les personnes vivant avec le VIH. Et donc, l'une de ces stratégies, c'est l'intensification de la prévention à fort impact pour l'élimination des nouvelles infections sexuellement transmissibles, qui passe notamment par la sensibilisation, beaucoup plus par la sensibilisation. On évite que les gens contractent à nouveau, afin pour ceux qui ne l'ont pas encore, que de nouvelles infections viennent, ceux qui ne connaissaient pas la maladie, qu'ils la contractent
même ceux qui peut-être négligent les moyens de prévention habituels que vous mettez à la disposition, ne rentrent pas en contact avec la maladie. Déjà, ça limite le nombre donc, de cas. C'est ça, oui, c'est ça. Vous avez tout dit. Voilà. Et ensuite, la deuxième stratégie. Et ensuite, la deuxième stratégie, c'est le diagnostic et la prise en charge des comorbidités. Ah, d'accord. Des comorbidités chez les personnes vivant avec le VIH. Et évidemment, dans cette stratégie, les interventions visent alors à un renforcement de diagnostic et de prise en charge des autres maladies qui sont des comorbidités qui ont une incidence justement, qui constitue d'ailleurs les facteurs de risque de la mortalité chez les personnes vivant avec le VIH. Donc, pour cette stratégie, donc, les interventions portent beaucoup plus sur le dépistage du papillomavirus humain chez les populations les plus à risque, que sont les personnes vivant avec le VIH et les populations clés. Pourquoi les personnes vivant avec le VIH? Parce qu'il y a de récentes études qui ont prouvé que le risque du cancer du col de l'utérus chez une femme vivant avec le VIH est 6 fois plus élevé que chez toute autre femme, disons, séronégative. Voilà. Donc, il est de bon ton que cette population soit ciblée et prise en compte. Il y a aussi le dépistage des lésions précancéreuses. Donc, chez ces populations les plus à risque également, que le PNLS a prévu dans ses interventions et peut-être a déjà même commencé certaines choses. C'est vrai que la mise en œuvre a déjà commencé avec tout ce, on va dire, ce paquet d'interventions où on s'est arrimé pratiquement sur, disons, le recul qu'on a en matière de lutte contre le VIH-Sida. Ce qui est de bonne guerre d'ailleurs, ça veut dire que c'est un avantage quelque part pour le programme, sinon pour tout le pays. C'est vrai, avez-vous aujourd'hui des statistiques concernant le cancer du col de l'utérus, Madame Orojo? Nous avons quelques statistiques que nous pouvons partager avec les téléspectateurs. Donc, sur le plan mondial, disons que c'est l'un des cancers dont la prévalence est très élevée chez la femme. Et en chiffres, nous pouvons dire que d'après les estimations de l'OMS, en 2020, plus de 604 cas de cancer du col de l'utérus liés au papillomavirus humain a été diagnostiqué. Et sur ces cas, plus de 300 000 sont décédés. Donc, voyez un peu. C'est vrai que l'ampleur est grande et j'entendais le docteur Adjevi dire à l'instant même que c'est le deuxième cancer aujourd'hui, après donc le cancer du sein. On imagine qu'à ce rythme, si rien n'est fait, il passera forcément premier cancer puisque c'est la voie sexuelle qui est indiquée. Et quand on parle de cette voie-là, on imagine ce que c'est et que on a raison d'en faire un sujet de cœur, un sujet donc de lutte au programme de Sol Optimiste. Mais nous ne sommes pas seuls. Oui, vous avez autres statistiques à partager avec nous. Oui, en ce qui concerne le Togo. Oui. En 2020 également, plus de 595 cas de cancer du col de l'utérus ont été diagnostiqués. Wow. Et 471 décès dus à ce cancer. Donc, environ 70% de mortalité pour ce cancer du col, qui est en même temps le deuxième cancer après le cancer du sein au Togo. Ah oui, également au Togo. Également au Togo. Donc, ces chiffres, ces chiffres sont assez alarmants pour que vraiment on en fasse un sujet de cœur. Alors, c'est surtout les décès qui sont effarants quand on voit que pratiquement presque tous ceux qui vont faire ce cancer vont mourir. C'est le stade.
Ouais. Où on découvre. Voilà. Parce que le cancer du col de l'utérus ayant déjà fait ses dégâts, ayant fait son chemin, et donc il n'y a pas moyen en ce moment-là de véritablement pouvoir prendre en charge, d'où la précocité donc du dépistage, et vous en parliez. On va arriver justement à ces éléments. Vous aviez d'autres chiffres à partager, Madame Ourodjo? Bon, pour le moment, ce sont ces chiffres. Voilà, c'est ce qu'on peut avoir. Donc au Togo, 595 cas avec 471 décès en 2020. Où on imagine que les gens arrivent au stade ultime où on découvre la maladie. Alors, docteur Bewili, vous êtes dermatologue vénérologue. Alors, c'est vrai que les gens viennent vous voir, vous consulter. Le plus souvent, ce qu'on n'a pas, c'est que ce sont des données parcellaires qu'on recense par ici. Les études, c'est très rare, mais on salue quand même l'initiative de 2020 qui a pu donner quelques chiffres. Vous en recevez, hein, quand je dis vous en recevez, des femmes qui viennent vous voir. Quelle est la situation des lésions que vous recevez en consultation? C'est vraiment le stade terminal? Voilà, comme la collègue du PNLS l'a si bien souligné, le Human Papillomavirus, c'est un virus qui comporte plusieurs souches parce qu'il a un matériel génétique assez vaste. Donc, ces souches sont divisées en deux catégories. Donc, nous avons une catégorie qui est dite catégorie à bas risque et la deuxième catégorie qui est la catégorie à haut risque. Et cette catégorie à haut risque, c'est cette catégorie qui donne des lésions qui poussent vers la cancérisation du col utérin. Alors, en consultation dans notre pratique, nous recevons principalement des patients qui présentent d'abord des condylomes. Et ces condylomes-là, ce sont des végétations vénériennes qui sont encore appelées crêtes de coq. C'est des petites lésions qui apparaissent et qui ont tendance à se multiplier et à confluer. On appelle aussi ces lésions-là des lésions en chou-fleur. Chez l'homme, ces lésions-là se localisent principalement au niveau de l'organe génital externe. Donc, on peut le trouver au niveau du prépuce, au niveau du sillon balano-prépusien. Et chez la femme, on retrouve ces condylomes-là au niveau de la vulve. On retrouve aussi ces lésions au niveau de la paroi interne vaginale. Et on peut retrouver aussi des lésions au niveau du col utérin. Donc, en pratique, lorsque les patients viennent, le diagnostic des condylomes, il est clinique. Mais chez la femme, malgré ces lésions-là que nous trouvons sur ces parties génitales, le médecin aussi est encouragé à vérifier le col utérin de la patiente pour voir s'il n'y a pas de lésions déjà qui commencent aussi à se présenter au niveau du col utérin. Ah ben, voilà un peu la situation. Et on imagine un médecin qui reçoit tout ça, finalement, bon, on regarde, on propose quelque chose. Mais quand vous me dites que, bon, c'est vers la fin que les gens arrivent, c'est ça qui est inquiétant. Docteur Adjévi, vous vous êtes dit heureusement que la situation... les statistiques le disent. Hein. Oui. 480, 70%. Voilà, 70%. 471 sur 595. On ne peut pas dire à combien d'années. Oui. Peut-être à 5 ans ou plus. C'est quand même sérieux. Oui. Heureusement, elles n'arrivent pas toutes aussi en retard parce que tout d'abord, les signes annonciateurs sont les petits saignements qui n'en finissent pas. Et ce sont ces motifs qui les amènent en consultation. Chez vous, voilà. Les petites odeurs, les petites pertes brunâtres qui peuvent arriver jusqu'à être sanguinolentes. Et finalement, les saignements francs après les rapports sexuels. Donc, lorsque vous en arrivez là, il faut tout de suite vérifier le col. Donc, que l'on soit dans une structure où il y a des sages-femmes, je crois qu'elles ont des spéculums et qu'elles peuvent vérifier directement le col utérin. Parce qu'il faut avoir accès au col par un examen gynécologique. Tout à fait. Et c'est presque obligatoire pour une femme de faire au moins un examen gynécologique par an pour s'assurer que son col est bien portant. Et donc, ces signes-là les amènent
Et à ce moment-là, souvent le col est gros, inflammatoire. On sent que c'est un col qui commence déjà à tenter de réparer les dégâts. Hein. Il y a des spécificités, des œufs de Naboth, des signes de cicatrisation, ce qu'on appellera en les regardant au microscope des dysplasies qu'on va classer. Et donc, si on traite au niveau anti-inflammatoire et que l'inflammation persiste, que le col ne s'arrange pas, on va faire un frottis d'abord. Le frottis va permettre de déceler les migrations cellulaires, les déplacements. Telle cellule n'est pas à sa place parce que justement, elle a changé de mobilité, de multiplication. Ce frottis va justifier des examens plus poussés, à savoir une colposcopie, par exemple, pour situer le territoire le plus infecté, où on pourra éventuellement pratiquer une biopsie. Alors, cette biopsie peut justement être curative. Et c'est là où, lorsque vous avez des cancers in situ, on peut tout enlever, rien que par la biopsie, refaire une bonne conisation, une bonne réparation, et vous êtes quitte. Il n'y aura plus qu'à surveiller chaque année. Maintenant, si c'est plus grave, il va falloir apprécier quelles sont les extensions de ce cancer-là. Et c'est un cancer qui se meurt rapidement parce que le col, il est très, très gorgé de sang. Et donc, il peut être très rapide. Hein. Le cancer du sein, on dit qu'avant d'apparaître, il a déjà fait 10 ans. Mais le cancer du col, le virus HPV, il va rester quiescent au moins 15 ans. Et puis après, ça peut être fulgurant compte tenu des conditions qui vont peut-être se réunir à ce niveau, à cette partie. Il vaudra vraiment mieux, comme le dit Madame Rafatou, prévenir absolument, dépister et agir. Parce que tout cela sera beaucoup plus bénéfique pour nous tous que d'attendre la maladie, parce que le traitement est lourd, que ce soit médical, chirurgical ou radiothérapique. Il est lourd au plan humain, au plan de pouvoir être supporté par la patiente, les effets, et aussi au plan moral et psychologique, même financier. Et c'est vrai qu'il faut d'abord avoir de l'argent pour pouvoir bénéficier de cette prise en charge, toute la batterie que vous avez citée. Mais je voudrais qu'on revienne aussi. Alors, vous dites saignement, quelque part, on va le reprendre très, très rapidement et bien quand même avertir les gens. Parce que le plus souvent, on va vous demander, est-ce que c'est seulement le papillomavirus, le cancer du sein qui va entraîner ces signes? Est-ce qu'il ne va pas avoir peut-être similitude avec une autre maladie? Mais quand on a ces signes-là, il faut réagir. Il faut réagir absolument. Voilà. Alors, ce que fait le gynécologue, c'est d'apprécier d'où vient le sang. Voilà. Est-ce que ce sang vient de l'intérieur de l'utérus? Auquel cas, ce sont des métrorragies, qui peuvent être dues à des fibromes, à des myomes mal placés qui saignent. Est-ce que ce sang vient d'un polype, qui est une maladie bénigne du col, où il y a juste un transfert de muqueuse qui sort un peu et qui devient plus fragile par rapport au contact des rapports? Ou est-ce que c'est le col lui-même? Et à ce moment-là, lorsque l'on prélève, on voit que le prélèvement devient sanguinolent, ça réagit, ou bien c'est bourgeonnant déjà, etc. Donc l'examen de visu est vraiment capital. Il faut y souscrire. Et donc, vous avez parlé aussi de certaines pertes qu'on ne va pas confondre, mais à partir du moment où il y a perte et que cela persiste, et ça aussi, voilà, ça doit nous réveiller. Absolument, ça doit nous réveiller, parce que les pertes brunâtres, ça veut dire qu'il y a un peu de sang là-dedans, et au fur et à mesure que l'on traite et que ça ne répond pas, c'est que la cellule commence à s'abîmer. Ah oui. Et qu'il faut se réveiller. D'habitude, quand cela arrive, ce que nous faisons, c'est qu'on attend quand on n'est pas à bout de nerfs. Je le disais, on discutait tout à l'heure et on disait que la femme est résiliente à mort. Tout à fait. Dès que l'enfant a une fièvre, elle court. Si c'est le mari, elle court. Mais pour elle-même, elle va dire, oh, je vais attendre encore un peu. Ça ira. Ça, ce n'est rien.
c'est la première fois. Mais il faut réagir tout de suite parce que la vie d'une femme est importante, très importante pour sa famille. Donc, il faut réagir, il faut préserver sa santé. Et je crois qu'on n'a pas fini de nous sensibiliser les unes les autres au fur et à mesure qu'on évolue. Vraiment, chaque femme qui est consciente de ce qui se passe doit en parler aux autres. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je vais revenir à Madame Urojo. Alors aujourd'hui, on a parlé donc de stratégie. Vous avez évoqué déjà donc au niveau du programme de la sensibilisation. Et comment est-ce qu'elle se fait? C'est systématique aujourd'hui où on a un programme qui est mis en place, qui est périodique plutôt et qui va convoquer, on va dire, un certain nombre de moyens, un certain nombre d'acteurs, tout ça là pour aller sur le terrain. C'est les ondes que vous utilisez. Et voilà, parce que vous avez évoqué aussi les moyens de prévention. Vous l'avez dit, on passe par le dépistage. Aujourd'hui, il y a le cancer. Vous allez aborder tout ça. On va voir un peu au niveau du programme ce qu'on fait. Vous l'avez dit au début. Il ne faut pas que les gens s'étonnent de voir que c'est le PNLS, enfin, que le PNLS aussi, d'accord, parle du cancer du col de l'utérus. Les maladies non transmissibles qui est aussi concernée, disons. Oui. Et donc, au niveau du PNLS, c'est beaucoup plus les personnes vivant avec le VIH, voilà, vu que ces personnes sont les plus à risque, ainsi que les populations clés, les travailleuses de sexe par exemple. Les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Justement. Ceux qui s'injectent les drogues. Etc. Puisque le risque d'infection est assez élevé et aujourd'hui, on ne parle plus seulement que du cancer du col de l'utérus dû au papillomavirus, mais on parle aussi du cancer de l'anus, du cancer de la gorge dû au papillomavirus. Donc, le PNLS tient compte de tout cela pour éditer ces interventions. Donc, si nous prenons la stratégie liée à l'élimination des nouvelles infections, j'ai dit tantôt que nous faisons la sensibilisation. Le PNLS a programmé des interventions de sensibilisation, mais ces interventions de sensibilisation sont beaucoup plus dirigées vers les personnes vivant avec le VIH et les populations clés. Et donc, dans les interventions du PNLS, et ces sensibilisations vont plus utiliser les pères éducateurs et les médiateurs qui seront bientôt formés pour faire la sensibilisation dans leur communauté et sur les sites de prise en charge qui ont été choisis à cet effet, disons. Donc, c'est ça. Mais n'empêche que la sensibilisation continue et se fait non seulement par les pères et les médiateurs, mais il y aura aussi, disons, des affiches qui permettra au public de comprendre que le cancer du col existe et qu'il y a danger. Qu'il y a danger, vraiment. Voilà, appelons les choses par leur nom. On peut l'éviter, oui, surtout l'évitabilité. Parce que la cause étant connue, on dit prévenir vaut mieux que guérir. La cause étant connue, si nous éliminons la cause, c'est que nous évitons la survenue du cancer du col de l'utérus. Donc, l'élimination de la cause passe par la sensibilisation qui va diriger vers, disons, la réduction des risques, des comportements à risque par la communication pour le changement de comportement et également des informations sur le virus et les moyens d'y parvenir et les moyens d'y prévenir. C'est cet ensemble de sensibilisation qui sera fait. Et ajouté à cela, il y a la promotion de l'utilisation du préservatif qui est un moyen aussi de prévention des infections sexuellement transmissibles en général, puisque le papillomavirus aussi est une infection sexuellement transmissible. Alors c'est vrai que oui, allez-y. Oui. On parle de la double protection avec le préservatif. Aujourd'hui, c'est
multiprotection, parce qu'il y a un avantage aujourd'hui, quand on utilise le préservatif, de pouvoir prévenir tout ce qui passe par le sexe, y compris les grossesses précoces aussi. Oui, bien sûr. Oui, donc on parlait de changement de comportement. Il faut bien que les gens comprennent qu'il y a un avantage, un multiple avantage que d'utiliser le préservatif. Ça, on se protège, on protège les autres aussi, et on contribue justement à l'élimination de nouvelles infections. Justement, dans la promotion de l'utilisation du préservatif, ce sont des thèmes comme ça qu'on développe pour permettre aux gens de comprendre que utiliser le préservatif permet vraiment d'éviter les infections sexuellement transmissibles. Non seulement ça, les grossesses non désirées, telles que vous venez de le dire, la double protection. Voilà. Il y a autre chose aussi? Oui. Maintenant, au-delà de ça, il y a au niveau de la deuxième stratégie, le diagnostic et la prise en charge des comorbidités qui sont des facteurs de risque élevés de mortalité chez les personnes vivant avec le VIH. Donc, dans ce cas, s'inscrit maintenant le dépistage du papillomavirus humain et le dépistage précoce du cancer du col, qui est le dépistage des lésions précancéreuses. Mais tel que je viens de le dire au début, c'est que au niveau du programme, c'est beaucoup plus axé sur les populations à risque que je viens de vous citer tout de suite, et c'est ce qui est prévu. Donc, disons... C'est vrai que quand vous parlez de ces gens-là et que l'écho se fait entendre, on va dire, au milieu des communautés, chacun s'approprie finalement la thématique. Voilà, ça part et se dit, bon, c'est vrai que si on dit population clé, ça ne veut pas dire que moi je suis parmi. Parce que si on ne le fait pas à l'endroit des populations clés, cela peut revenir donc au sein des populations en général. Voilà. Justement, vous l'avez si bien dit. C'est ça le grand bénéfice justement donc, de cette intervention. C'est ça. Surtout que ces populations sont beaucoup plus à risque. Voilà. Et souvent marginalisées d'ailleurs parce que plus on ne les connaît pas, ils sont reclus dans leur communauté et n'ayant pas accès aux services de soins habituellement. Si on promeut donc les services de soins à leur endroit, c'est un avantage quand même de dire qu'on fait barrière aux nouvelles infections, donc qui ne vont pas quitter leur milieu pour venir. On va évoluer, on est en train d'évoluer dans notre sujet. Oui, je pense que c'est ça surtout l'objectif, c'est de pouvoir dire aux gens, il y a danger. Il y a danger. On a 595 cas en 2020 et 411 vont décéder. C'est quand même inquiétant, c'est quand même alarmant. Et ça, c'était 2020. Aujourd'hui, en 2024, on imagine que si effectivement rien n'est fait, c'est qu'on risque de doubler ces statistiques que vous nous avez données. Justement. Et c'est ça qui fait beaucoup plus peur. C'est ça qui doit... Parce qu'en ce moment, on ne sait pas ce qui se passe et quand l'étude va tomber, c'est que quelque part, les chiffres qu'on a là, on les a doublés. On va se demander où est-ce que nous en sommes. Docteur Bewili, sur le même sujet, comment peut-on faire aujourd'hui la prévention des lésions que vous aviez évoquées à papillomavirus, qui sont les lésions précurseurs du cancer du col de l'utérus? Vous en aviez parlé. Vous avez parlé de haut risque, de bas risque. Comment on prévient tout cela? Merci. Oui. Et voilà, comme dit tantôt, dans notre pratique, nous recevons beaucoup plus des patients qui présentent des condylomes. Le traitement de ces lésions-là, ces condylomes-là, est un traitement physique. Donc, dans notre arsenal, nous avons l'électrocoagulation, parce que ce traitement a pour but de détruire ces lésions-là. Donc, l'électrocoagulation sert à détruire ces lésions-là. La cryothérapie aussi. Et lorsque nous avons des cas exceptionnels où ces lésions sont volumineuses, nous avons recours à la chirurgie. Nous avons aussi recours au traitement d'immunomodulateurs qui permettent aussi à éliminer ces lésions. Maintenant, concernant les lésions précancéreuses, comme dit tantôt, ce sont des lésions qui vont plus se loger chez la femme, au niveau du col utérin. Donc, lorsque nous voyons un col utérin assez inflammatoire ou un col utérin déjà saignotant, là, c'est difficile de faire une électrocoagulation ou de faire une cryothérapie. Alors, ceci peut pousser le médecin à
dépendamment des lésions, faire un frottis comme notre collègue gynécologue l'a dit tantôt, ou soit aussi faire une biopsie et aussi l'envoyer vers nos collègues gynécologues qui feront des examens un peu plus approfondis, ce qui permettra de situer à quel stade la maladie se trouve pour éventuellement diriger un traitement approprié. Alors c'est vrai que quand on ne sait pas où on en est, on ne peut pas se mettre dessus comme ça pour prodiguer des soins. Et ça, c'est un tunnel qui s'ouvre où, vous l'avez dit, c'est un chemin de croix. Oui, il faut persévérer. Ah, oui. Il faut tenir à la vie. C'est un parcours du combattant. Moi, je me souviens des femmes qu'on a pu prendre en charge au CHU Tokwindi SO maintenant. Oui, ici, va nous souligner. Il y a longtemps. Oui. Le service de gynéco B, c'était le service d'oncologie à l'époque. Ouais. Et vraiment, on a souffert dans notre chair de voir et à cette époque toute encore, cette progression fulgurante. Oui. Et à cette époque, tout coûtait cher. Tout à fait. En tout cas, je crois que quand les lésions sont découvertes très tôt, c'est un vrai bénéfice, c'est un réel bénéfice pour la patiente, pour la cliente, pour la femme, d'être traitée définitivement et de ne subir que des contrôles par la suite. Alors, donc, il faut insister sur ce fait que c'est curable. Oui. Alors ça, c'est vrai, il faut que les gens doivent savoir que c'est vrai, on présente un tableau alarmant de la chose, mais savoir quand même que malgré tout, on peut en guérir. Il y a une rémission totale même si on s'y prend tôt. Mais le taux là, c'est ça qui fait le problème parce que pendant longtemps, quand on n'a pas vite réagi, la maladie a pris le temps voilà, de s'installer, de faire des dégâts. Toutefois, le message d'espoir, il est là. C'est que on peut s'en remettre. Mais en quoi faisant? Nous allons donc partir pour les derniers messages particuliers pour chacune d'entre elles. Je commence cette fois-ci avec vous, docteur Bewili, pour chuter sur... Alors, en mot de la docteure Adélie de toujours, je voulais dire. Allez-y. Alors, pour mot de fin, nous encourageons la population, surtout la population jeune, à se faire vacciner. Au Togo, ici, dans tous les centres maintenant, nous avons le vaccin qui est disponible chez la jeune fille qui n'a pas encore eu de rapport sexuel. Donc, entre 9 ans et 15 ans, ce vaccin est disponible. Nous conseillons aussi à ceux qui ont des rapports sexuels non protégés de se protéger. Et nous lançons aussi un petit cri au niveau des autorités compétentes de nous donner beaucoup plus de visibilité, que ce soit dans les écoles, dans les marchés, pour beaucoup plus expliquer cette maladie silencieuse qui touche toutes les femmes. Je vous remercie. Merci, docteur Pirinam Bewili. Vous êtes dermatovénérologue, on va le dire comme ça, au cabinet médical Saint-Michel. Merci d'être passé sur ce plateau. Vos mots ont été bien placés et bien ingérés par nos cerveaux, mais aussi notre attention toute particulière. Je veux dire, nous, chers téléspectateurs, on vous a suivi avec intérêt. Bon retour chez vous, comme je l'ai dit. Nous n'hésiterons pas à vous faire appel si l'occasion nous est donnée encore de revenir sur le sujet. Madame Rafatou Rojo, assistante médicale, oui. Ok, merci. PNLS. Mon mot de fin, oui. C'est pour dire à la population, à nos sœurs, que le cancer du col est un problème de santé et que la mortalité est encore élevée, alors que ce cancer peut être évité ou bien découvert très tôt, être traité. Et donc, nous prions également la population de se faire dépister et de se faire aussi, de faire vacciner les enfants, tout comme le docteur vient de le dire, de se faire dépister. Et notre souhait, c'est que qu'il y ait un continuum de soins, excusez-moi,
pour que dépister les papillomavirus ou les lésions précancéreuses, qu'on puisse les prendre en charge sur nos sites en fonction du plateau technique ou bien du niveau de la pyramide. Mais je voudrais ajouter que ici, donc, nous profitons pour dire merci aux partenaires techniques et financiers qui sont aux côtés du gouvernement togolais, et notamment le Fonds mondial, l'ONU-SIDA et l'OMS qui interviennent aux côtés du gouvernement dans la lutte contre le cancer du col. Et nous disons également merci à Soro Optimis International Lomé 1 qui nous a permis de partager ces informations avec nos sœurs et la population. Et donc, nous espérons que d'autres bailleurs pourront se joindre aux autres auprès du gouvernement togolais pour pouvoir aider à la lutte contre le cancer du col de l'utérus qui tue nos sœurs actuellement. Merci. Voilà un bon plaidoyer. Rafatou Ourodjo, vous êtes assistante médicale de santé publique. Vous nous venez donc du programme national de lutte contre le sida, les hépatites virales et les infections sexuellement transmissibles. Bon retour chez vous également. Les partenaires sont à l'écoute et d'autres vont rejoindre donc la danse, comme vous l'avez dit. Nous allons terminer avec vous, docteur Bodossou Adjevi. Oui, merci pour ce plateau, on va dire, très engagé, oui. Qui nous permet de parler librement de cette terrible maladie et de raffermir notre décision de lutter pour sensibiliser, prévenir et agir définitivement pour les femmes au Sort Optimiste International. Ceci pourrait ressembler à un premier pas dans notre lutte, tout à fait. Puisque la sensibilisation, elle est multiple et multiforme. Et il faut qu'on arrive à dépister dans tous les sens. Et je l'ai dit, même dans le plus petit cabinet, on doit avoir un spéculum pour fournir aux femmes cette capacité de diagnostic. En tout cas, d'un terrain surinfecté ou simplement rougeâtre qui pose problème. Le col a été caché, donc il faut le poursuivre et le révéler. Les femmes sont souvent vues au cours de la maternité. Souvent, vers le 8e mois, on peut absolument leur faire des frottis systématiques pour pouvoir dépister s'il y a une situation erratique au niveau des cellules. En tous les cas, lorsque l'on a dépisté qu'il y a problème, il faut faire appel aux partenaires pour des traitements sponsorisés, vu que les traitements sont lourds. Oui. Et nous remercions tous ceux qui tendent la main à Sort Optimiste. Les temps étaient bons avant. Nous faisions, dans la sororité que j'ai décrite, des soirées de gala, nous faisions des activités pour collecter des fonds et nous avions vraiment une largesse dans nos applications, dans nos décisions d'agir. Les temps sont un petit peu devenus durs, mais les partenaires sont toujours là. Il faut leur faire appel. Et nous remercions vivement tous ceux qui nous écoutent et qui sont décidés à lutter à nos côtés pour le bien des femmes. Et donc, il est très important de prévenir et nous voulons rappeler que ce vaccin est quand même un vaccin vieux comme le monde. Et de la même façon qu'on a pu éradiquer la poliomyélite, il faut pouvoir s'engager tout ensemble et tous ensemble pour éradiquer ce grand mal qui se cache. Donc, il est important pour nous de nous investir et de dire aux femmes ce qu'il faut qu'elles entendent et comment il faut qu'elles réagissent. Et c'est ce que... Je remercie vivement M. Kenanou pour ses retrouvailles absolues. Ça, c'est vrai. SOS Médecin TV. SOS Docteur TV. SOS Docteur TV. Oui. Et tous ceux qui ont bien voulu nous écouter et qui vont peut-être se joindre à nos actions au Sort Optimiste pour que nous puissions agir tous ensemble. Voilà un appel que je qualifierais de vibrant, mais d'engagé surtout, Dr Ida Adjevi Bodossou, enfin, Dr Ida Bodossou Adjevi, je vais être conforme
pour que on ne me remonte pas les bretelles. Vous êtes gynécologue obstétricienne, membre de Soroptimiste International, Club Lomé 1. Vous êtes donc la directrice de la clinique Mioren pour celles et ceux qui vous fréquentent. Je l'ai dit, vous êtes quand même une vieille routière, vous êtes dans le circuit. Votre appel a été entendu. C'est vrai, Soroptimiste International Club Lomé 1 a bien voulu quand même placer d'abord ce sujet au cœur de ses préoccupations donc de la nouvelle année. Et on vous souhaite le meilleur et que vraiment les moyens se fassent pour qu'on puisse donc rééditer ces occasions, mais aussi pouvoir, comme vous l'avez dit, offrir le dépistage et la prise en charge sponsorisée et pourquoi pas gratuit à nos femmes. Une chose donc est d'appeler les gens à se faire dépister, mais il faut, comme l'a dit Mme Orodjo, pouvoir quand même les accompagner. Chers téléspectateurs, tout est dit, sinon, s'il y a encore à redire, nous nous retrouvons. Merci de votre fidélité, votre santé bien-être, notre priorité ici. Je dis merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui nous accompagnent dans la fabrication donc, de ce produit que nous mettons sur vos tables au menu. Merci et à très bientôt.